Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est la... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe sur la vidéo, mon con? Encore un prédateur qui pirate le système. Bon allez, on va faire le nécessaire pour arranger ça. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va renvoyer le prédateur chez lui. Se faire pirater son réseau et voler ses données personnelles, c'est le genre de choses qui arrivent de plus en plus fréquemment, figure-toi. Et ouais, internet c'est pas un endroit sans risque. C'est la jungle ici, et c'est toi la proie, mon con. Connecte-toi à un réseau wifi public non sécurisé et ce sera comme un buffet à volonté pour tous les hackers des environs. Non, ce qu'il te faut, c'est un logiciel simple d'utilisation et puissant qui va sécuriser tes données pour les rendre inviolables. Et ça, c'est la définition exacte de NordVPN. NordVPN, c'est le logiciel de sécurité parfait. En un seul clic, sa protection anti-menace va masquer ton adresse IP, chiffrer tes données et bloquer tous les logiciels malveillants. Personne ne pourra rien faire contre ça, même pas les prédateurs. Eh ouais les gars, rentrez chez vos mémés, ici on n'est pas là pour rigoler. 6100 serveurs répartis dans 67 pays font de NordVPN le VPN le plus rapide de la planète. Et cette omniprésence globale, elle t'offre plusieurs avantages non négligeables. Si tu voyages dans d'autres pays, tu pourras te connecter sur un serveur français histoire de rien louper de tes programmes préférés. Et si t'as envie d'accéder au catalogue de streaming étranger depuis la France, tu peux le faire aussi. Ouais, NordVPN, c'est un petit peu comme un trou de verre qui te permet de voyager n'importe où dans le cyberespace. Bref, si tu veux un logiciel rapide, ultra sécurisé et qui va transformer tes divertissements en ligne, n'hésite plus. NordVPN est exactement ce qu'il te faut. Clique sur le lien dans la description ou utilise le code GuillaumeFR pour profiter d'une réduction spéciale réservée à mes fidèles abonnés. 4 mois gratuits pour l'achat d'un abonnement de 2 ans. Et si jamais tu doutes encore, sache que tu bénéficieras d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. C'est plutôt une bonne affaire pour l'arme ultime contre les menaces en ligne, tu trouves pas? Même les prédateurs ont pas fait le poids, t'imagines? Haha, quel gros nulos! Une fois abonné, tu pourras protéger jusqu'à 6 appareils avec un seul et même compte et tu pourras dormir sur tes 2 oreilles. Alors n'hésite plus, merci NordVPN. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est la 5e partie de la rétrospective consacrée à Predator. Eh ouais, vous en avez rêvé, Guillaume l'a fait. En 2016, peu de temps après la sortie de son premier long métrage 10 Cloverfield Lane, qui est un putain de bon film que j'ai traité dans une putain de bonne vidéo pour rappel, Dan Trachtenberg réfléchit à ce que pourrait être son deuxième film. Et le Dan étant un peu geek sur les bords, il pense à Predator, cette créature iconique qu'il adorerait mettre en scène. Le réalisateur a même d'ores et déjà une idée en tête pour un nouvel opus de la saga. Et cette idée trouve son origine dans un personnage culte du film original, Billy, le personnage d'origine Sioux qui semble avoir un lien particulier avec la créature. Trachtenberg voudrait donc raconter une histoire qui aurait pour protagoniste un personnage dans la veine de Billy. Bah moi je l'attends le Predator, hein. Il va pas être déçu du voyage. Personne n'en doute mon grand, maintenant ne parle plus s'il te plaît. Et si l'on racontait la venue d'un Predator sur Terre au XVIIIe siècle, sur une Amérique sauvage où le chasseur extraterrestre ferait face à une tribu autochtone? En février 2017, le réalisateur se dit que la vie est courte et décide donc d'aller directement pitcher son idée à la Fox, même s'il n'y croit pas plus que ça. Pour cause, le studio est en pleine production de The Predator, 4e opus signé Shane Black qui est censé marquer le début d'une trilogie. Mais Trachtenberg a des arguments de poids, car loin de lui l'idée d'empiéter sur les projets de la Fox et de Shane Black. Il suggère alors au cadre du studio d'envisager son opus de la même manière que Disney développe Star Wars, avec d'un côté la saga principale et de l'autre des histoires se déroulant à différentes époques et qui nous en apprennent plus sur cet univers. Raison pour laquelle il a choisi de ne pas utiliser le mot Predator dans son titre, mais Prey, la proie. Une façon de prévenir le public que ce film serait une entité disparate au sein de la saga. Mais même si l'idée leur plaît beaucoup, ainsi qu'à John Davis, le producteur historique de la saga, avec The Predator dans les tuyaux, le studio ne peut pas lancer ce projet pour le moment. Ils encouragent cependant Trachtenberg à développer le script dans son coin. Pour ce faire, il s'adjoint les services de Patrick Hayson, scénariste et producteur sur diverses séries, et auteur du prochain opus de La Planète des Singes, avec qui il souhaitait ardemment collaborer. Il avait en effet grandement apprécié plusieurs de ses scripts non produits, l'un d'entre eux racontant l'histoire de chasseurs de nazis dans les années 70, et un autre se déroulant au sein d'une station spatiale et reprenant le principe de boucle temporelle d'un jour sans fin. Ensemble, ils élaborèrent l'histoire et commencèrent la rédaction du scénario. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce scénario? L'intention de Trachtenberg, c'était de raconter l'histoire depuis un point de vue unique. Il voulait un film de survie à la Gravity, dont le moteur narratif serait avant tout l'action, réduisant les dialogues au strict minimum. Pour autant, il ne souhaite pas faire de Prey une expérience purement viscérale. Il tient également à ce que son histoire ait une certaine portée émotionnelle. Il s'inspire donc de films de sport tels que Rocky par exemple, où l'on suit un personnage correspondant à l'archétype de l'underdog, soit un personnage sous-estimé, parfois même rabaissé, qui cherche donc à prouver sa valeur. C'est ce personnage qui constituerait le cœur émotionnel de Prey, et il s'agirait en l'occurrence d'une jeune Comanche nommée Ki, nom en langage Comanche, en référence au fait que la jeune fille ait toujours refusé de suivre le chemin tout tracé qui s'offrait à elle. Pourquoi la tribu Comanche? Parce qu'il s'agit de guerriers féroces, soit le type de cible préféré du Predator. Mais surtout parce qu'il s'agit d'une tribu bien souvent reléguée au second plan au cinéma, souvent des antagonistes ou simplement des acolytes, mais jamais des héros. Avec son film, Trachtenberg voulait donc les mettre à l'honneur. Après avoir rédigé quelques premiers jets qui enthousiasment la Fox, il décide de contacter Juanita Padoponi, spécialiste de la culture comanche qui servira donc de consultante sur le projet. Trachtenberg mettait en effet un point d'honneur à les représenter de façon réaliste. Il ne veut pas faire un film de science-fiction avec quelques éléments historiques, il veut faire pénétrer un élément de science-fiction au sein d'un film historique. Raison pour laquelle il tient à ce que tout soit le plus authentique possible.
La question du langage se pose alors. Est-ce que les personnages devraient parler Comanche tout au long du film? Cette approche est sérieusement envisagée. Le réalisateur se met ensuite en tête de contacter la productrice Jen Myers, elle-même Comanche, qui serait donc parfaite pour l'aider à mener ce projet à bien. Et face au scénario, la productrice est plus que partante, ravie à l'idée de travailler sur un projet mettant en valeur sa culture et son histoire. Elle suggère cependant de changer le nom du personnage principal en Naru, qui signifie se battre. Bref, le projet semble être sur de bons rails. En général, c'est à ce moment-là que ça se casse la gueule. Au bout de quelques mois de développement, Trachtenberg apprend que Disney est sur le point de racheter la Fox. Il se pose donc 1000 questions sur le devenir de son projet. Prêt survivra-t-il à cette fusion, ou sera-t-il purement et simplement mis aux oubliettes? Il réfléchit alors à une autre éventualité. Modifier son histoire pour en retirer les éléments liés à la saga Predator, ce qui lui permettrait éventuellement de continuer le développement sous la houlette d'un autre studio. Mais il abandonne bien vite cette perspective qui ferait perdre au film énormément de son impact, sa richesse thématique étant intrinsèquement liée à son appartenance à la saga Predator. Arrive alors la cerise sur le gâteau. The Predator sort et son accueil est, comment dire, pas foufou. Le film ne fonctionne pas aussi bien que prévu et ne plaît pas aux fans. Résultat, le projet de trilogie est abandonné. Et concernant Prey, il est décidé d'attendre que les choses se tassent. Ils verront ce qu'il advient du projet une fois la fusion avec Disney effective, ce qui sera le cas en mars 2019. Du coup, faut trouver autre chose à faire. Trachtenberg part donc travailler sur d'autres projets en attendant que les pièces se mettent en place. Il réalise alors l'excellent pilote de la non moins excellente série The Boys. Ce qu'il est excellent ce Dan alors. Et en janvier 2019, il hérite de la réalisation de l'adaptation du jeu vidéo Uncharted. Bordel que ça aurait été mieux que ce film d'aventure gentillet et oubliable. Quelques mois plus tard, il finit cependant par jeter l'éponge, n'étant probablement pas en phase avec les envies de Sony Pictures. C'était trop beau pour être vrai. Et comme Disney détient désormais la Fox, le projet Prey pourrait bien reprendre son développement. Il décide donc de faire lire son script à Alan Horn et Alan Bergman, les coprésidents du studio. Et il a peur. Peur qu'ils ne comprennent pas ce projet si particulier. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ils adorent son script, ils le soutiennent et ne demandent même pas à en adoucir la violence. Non, le seul changement, c'est que Prey ne sortirait pas au cinéma, mais en streaming. Ce qui constitue une certaine déception pour Trachtenberg évidemment, mais ce dernier est avant tout rassuré, son Predator devrait bel et bien voir le jour. En décembre 2019, la nouvelle est même officialisée. Dan Trachtenberg travaille sur un projet appelé Skulls pour la Fox et Disney, racontant l'histoire d'une jeune Comanche qui tente de s'affranchir des règles établies pour devenir une guerrière. Et comme vous pouvez le remarquer, aucune mention n'est faite de son appartenance à la saga Predator. Même si son nom de code Skulls, qui signifie crâne, est clairement une référence au trophée favori de l'extraterrestre. Et Dan Trachtenberg apprécie grandement le caractère secret entourant la production de Prey, ce qui n'est sans doute pas étranger à sa collaboration avec J.J. Abrams, spécialiste des projets mystères. La production est donc enfin lancée avec un budget estimé à 65 millions de dollars, soit tout de même moins que les 88 millions du précédent. Et en janvier 2020, Trachtenberg se met en quête de ses acteurs qui seront en très grande partie natifs américains. Pour le rôle de Naru, il auditionne Amber Midthunder, actrice d'origine sioux que l'on a pu voir dans la génialissime série Légion. Je vous ai déjà parlé de Légion? Et l'actrice lui tape dans l'œil. Elle semble parfaite, elle a l'attitude, elle sait se battre, bref, il le sent au plus profond de lui-même, elle est Naru. Et puis ensuite, il s'est passé un truc, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le Covid. Tout est donc mis en pause pour une durée indéterminée. Une fois la situation calmée, quelques mois plus tard, il recontacte Midthunder pour un callback. Là, il la teste. Une audition en langage Comanche, un parcours d'obstacles pour évaluer ses capacités physiques, et enfin, une audition où elle doit jouer toute une scène dialoguée, mais sans prononcer un mot, devant donc exprimer toute une palette d'émotions par le regard ou par les gestes. Et après avoir démontré qu'elle avait en elle tout ce qu'il fallait pour incarner le personnage, elle rejoint le projet. À ses côtés, Dakota Beavers, acteur et musicien qui incarnera son grand frère Tabé. Qui signifie Sun, le soleil, mais aussi Son, le fils. Comme on l'a vu un peu plus tôt, le projet reste nimbé d'un épais voile de mystère, et le réalisateur tient à conserver ce mystère le plus longtemps possible, ne révélant la teneur réelle du métrage qu'au tout dernier moment. Il se plaît même à concevoir une campagne marketing millimétrée pour faire monter la pression jusqu'à la révélation finale. D'abord, un premier teaser qui ne montrerait pas le Predator, mais se concentrerait sur le personnage de Naru, avant de s'achever sur l'image d'un vaisseau extraterrestre, suscitant par là même la curiosité du public. Ensuite, une bande-annonce qui montrerait le Predator dans ses toutes dernières secondes, révélant ainsi sa connexion à la saga. On sent vraiment l'influence de la campagne marketing de son Dan Cloverfield Lane, qui aura su attiser la curiosité du public sans jamais trop en révéler. Sauf qu'en novembre 2020, quelqu'un fait une grosse boulette, car la nouvelle tombe officiellement, Skulls ne serait autre que le 5e opus de la saga Predator. Qui c'est qui a tout niqué? Qu'il se dénonce. Et forcément, Trachtenberg est pas ravi par la nouvelle. Quand on pense à la saga Predator, un élément capital nous vient en tête. Oui, bah le Predator quoi. Et pour ce 5e opus de la saga, Trachtenberg tient à apporter quelque chose de nouveau, de différent. Car quel serait l'intérêt de simplement répéter un design déjà connu de tous? Le réalisateur veut surprendre, de la même manière que le premier film avait surpris le public à l'époque. La compagnie d'Aaron Sims, designer réputé, est alors chargée de concevoir le design de la créature, appelée Predator feral, un terme qui qualifie un spécimen ayant évolué en dehors de l'environnement habituellement réservé à son espèce. Une sorte de retour à l'état sauvage. Trachtenberg le veut le plus terrifiant possible, mettant en exergue son côté sauvage, imprévisible et brutal. Pour la conception à proprement parler, c'est Amalgamated Dynamics qui hérite du projet, la société de Tom Woodruff et Alec Gillis qui avait travaillé sur les Alien vs Predator et The Predator. Ils finissent cependant par développer le design eux-mêmes,
même, abandonnant ceux développés par les artistes d'Aaron Sims. Et là, c'est un long travail de recherche qui démarre. De nombreux designs sont ainsi conçus avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Le challenge étant de concevoir une itération du Predator qui soit plus vieille de 300 ans. Comment cela se traduit-il? Déjà, pas de canon d'épaule, histoire que le combat soit un minimum équilibré entre l'extraterrestre et les Comanches. Concernant le reste de son équipement, on y trouverait des versions antérieures d'armes déjà connues et des nouveautés. Notamment un bouclier à usage à la fois offensif et défensif, et dont le design est inspiré par celui vu dans le jeu vidéo God of War. Et son armure. ADI en conçoit une, mais Trachtenberg décide finalement de s'en débarrasser, estimant que ce Predator serait bien trop fier pour en porter une. Ouais, le Predator féral, c'est pas un marrant. Et Trachtenberg avait une autre requête d'importance, car quelque chose le gênait dans le design original, sa tête disproportionnée. Étant donné que Kevin Peter Hall devait enfiler sa tête dans le masque, qui contenait divers mécanismes, sa tête était effectivement plutôt large. Le réalisateur voulait donc revenir à des proportions plus réalistes, et pour y arriver, la tête du cascadeur serait cette fois-ci située dans le cou du Predator. Soit la méthode employée par ADI avec les aliens. Ce Predator serait donc le plus finement taillé de la saga. Et pour ce qui est de son masque iconique, il serait conçu à partir du crâne d'une de ses proies. Une version rétro-éclairée est également conçue, mais elle ne sera jamais utilisée. Pour enfiler le costume, ADI fit appel à Dan Diliegro, ancien basketteur professionnel de 2,5 m qui avait donc la carrure nécessaire pour incarner la créature. Et la directive de Trachtenberg est simple, ne fais pas ce que Kevin Peter Hall a fait. Autrement dit, apporte quelque chose de neuf. Les mots-clés pour guider sa performance, primitif, sauvage, dynamique et animal. Il s'inspirera d'ailleurs des mouvements d'une panthère. Et pour être à la hauteur de la tâche à accomplir, Diliegro devra énormément s'entraîner, notamment au parcours, aux arts martiaux, au maniement des nunchakus, mais ce n'est pas tout. Il devra également perdre 11 kg pour être à l'aise dans le costume. Non, c'est pas facile d'incarner le Predator. Mais les autres membres du casting ne sont pas en reste. Ils passent en effet tout un mois ensemble à s'entraîner sous le houlette de Kevin Starblanket, ancien militaire natif américain. Au programme, entraînement au maniement des armes, au tir à l'arc à la façon Comanche, au tomahawk et à la lance. Et pour se préparer au mieux, Trachtenberg fait quant à lui appel à la société Third Floor pour prévisualiser en 3D la plupart des scènes d'action. Bref, tout le monde est sur le pied de guerre car le tournage approche. Sauf que, retournement inattendu. En avril 2021, à un mois du début du tournage, les frères Thomas font leur retour. Salut, on est de retour, Chips. Les deux scénaristes de Predator, qui furent carrément à l'origine du projet, d'abord baptisé Hunter, décident en effet d'attaquer Disney en justice pour récupérer les droits de la saga sur le territoire américain. Il s'agit là de mettre en application ce que l'on appelle les Termination Rights, qui signifie en gros que les scénaristes qui vendent leur script à un studio de cinéma peuvent récupérer les droits de leur création 35 ans plus tard. À condition cependant de prévenir le studio via un avis de résiliation au minimum 2 ans avant la fin de cette période. Et si les Thomas ont bien prévenu la Fox à temps, en juin 2016 pour être exact, le studio n'avait jamais donné suite à leur demande car elle n'était pas valide. Une sombre erreur de numéro de copyright dont les frères Thomas n'ont été informés par Disney qu'en janvier 2021. Les deux frangins se dépêchèrent donc de faire parvenir un nouvel avis de résiliation au studio qui prendrait effet au 14 juin 2022. Sauf que là, ça ne respectait pas la fenêtre des 2 ans. Du coup, rebelote, troisième avis de résiliation qui prendrait cette fois-ci effet le 13 janvier 2023. Ce qui laisserait le temps à Trachtenberg de faire son film. Sauf que les avocats des frères Thomas demandent une injonction préliminaire, ce qui signifie que, en attendant un jugement définitif, Prey et tout autre projet lié à Predator serait mis en stand-by. Vous l'avez pas vu venir celle-là? Et la décision d'appliquer ou non cette injonction sera prise le 27 mai 2021, ce qui va donc retarder le tournage prévu pour ce même mois. Au final, bonne nouvelle, l'injonction est rejetée, permettant ainsi au tournage de Prey de démarrer sereinement. Et c'est donc le 7 juin que retentit le premier clap à Calgary, sur les terres des Premières Nations où prendra place la majeure partie du tournage. Un environnement naturel préservé, mais accessible par des routes, qui constituait donc le lieu idéal pour l'équipe. À cette période de l'année, et à cette position géographique située très au nord, il bénéficie de 14 à 15 heures d'ensoleillement et d'une superbe lumière au lever et coucher du soleil. Une donnée importante pour le chef opérateur Jeff Cutter, collaborateur très proche de Trachtenberg qui avait travaillé avec lui sur 10 Cloverfield Lane. Pour tout dire, ils ont quasiment conçu le film ensemble en pré-prod. Leur intention, faire un film d'action qui ait le look d'un drame historique. Lors des repérages, Cutter fut particulièrement attentif au positionnement du soleil, étant donné que le film serait principalement tourné en lumière naturelle. Il devait donc savoir précisément où le soleil serait positionné à telle ou telle heure de la journée, ce qui allait même dicter le plan de travail. Et si les vastes plaines des terres sauvages de Calgary constituent un environnement somptueux, c'est pas pour autant une colonie de vacances. L'équipe est en effet constamment accompagnée de dompteurs d'ours au cas où ils subiraient une attaque. Chose qui n'est heureusement jamais arrivée, mais l'appréhension était présente, si bien qu'ils restaient toujours sur leur garde. Et tous les matins, ils avaient droit au discours préventif. Si vous voyez un ours, surtout ne courez pas. L'équipe ne se ménage pas. Ainsi, dès la deuxième semaine, elle tourne le combat final entre Naru et le Predator. Au programme, cascades et effets visuels qui serviront notamment à replacer le visage de Amber Midthunder sur sa doublure cascade Taminera. Le combat est chorégraphié au millimètre et nécessitera beaucoup de vigilance de la part de Diliegro et Midthunder car l'actrice ne doit pas être blessée. Chose qui pourrait vite arriver étant donné que Diliegro n'y voyait pas grand chose dans son costume. Trachtenberg tenait à soigner ses scènes d'action et de combat, ce qui signifie pas de plan nerveux rapproché avec une caméra instable. Il veut que le public puisse voir et apprécier ce qui se passe. Il prend donc le parti de souvent filmer ses scènes en plan large pour mettre en valeur les chorégraphies. Des chorégraphies élaborées par JJ Park en collaboration avec le coordinateur des cascades Steve McMichael.
La scène qui constituera le plus gros défi pour l'équipe, celle prenant place dans le brouillard, où Naru et Tabe se trouvent au milieu d'un combat entre le Predator et des trappeurs. Trachtenberg passa beaucoup de temps avec The Third Floor pour prévisualiser cette scène en pré-production, lui permettant de voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Le résultat final serait ainsi très proche de la séquence prévisualisée. Pour autant, les choses furent bien plus compliquées que prévu. A l'origine, il était prévu de tourner la séquence en studio, mais il s'avéra finalement qu'il serait beaucoup moins coûteux de le faire en décor naturel. Car qui dit tournage en studio dit qu'il aurait ensuite fallu procéder à des extensions de décors numériques en post-prod, sans compter les restrictions liées au Covid qui auraient nécessité d'ouvrir les portes toutes les 20 minutes pour aérer le plateau. Et comme le plateau était censé baigner dans le brouillard, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Il fut donc décidé de tourner en extérieur à 45 minutes de Calgary, où le décor constitué d'arbres calcinés sera bâti en milieu naturel par la directrice artistique Carol Lindstrom et son équipe. Le jour J, de grandes machines à brouillard sont ainsi disposées autour du lieu de tournage. Et ces machines, elles sont capitales, apportant un cachet certain à la scène qui a été entièrement conçue autour de cette atmosphère mystérieuse où la menace peut surgir de n'importe où. Mais le vent fait son entrée et gâche un peu la fête. Car bien vite, il n'y a plus de brouillard. Après une demi-journée de tournage à tenter tant bien que mal de tourner 2 pauvres plans, Trachtenberg panique. Vont-ils y arriver? Ne vaudrait-il pas mieux modifier le plan de travail pour tourner autre chose et réécrire la scène en attendant? Peut-être qu'elle pourrait tout simplement se dérouler de nuit, éclairée grâce à du feu. Mais non. Pendant la post-déj, son assistant réalisateur trouve le moyen de placer les machines à brouillard de façon à ce que le vent ne contrecarre pas leur plan. Il suffirait donc simplement de placer les machines stratégiquement et éventuellement de les effacer en post-prod si elles apparaissaient dans le champ. La scène fut finalement mise en boîte sur 8 jours, du lever au coucher du soleil, car en plus des soucis liés au brouillard, elle était riche en combats, cascades et effets spéciaux. Du côté de Dan Diliegro, c'est plutôt la chaleur le problème, car il fait 36 degrés à l'extérieur. Dans le costume, il nage quasiment dans sa propre sueur. Mais il ne se plaint pas et s'entraîne énormément pour pouvoir supporter ce genre de conditions inconfortables. Il relativise également beaucoup en pensant à la chance qu'il a d'incarner le Predator et à tous ceux qui tueraient pour être à sa place. Un jour, sa tête prend carrément feu à cause d'un court-circuit. Mais le mec se plaint pas, c'est un bon gars le Dane. Et niveau vision, comme je l'ai dit, c'est pas l'idéal. Il ne dispose que de 2 petits trous percés dans le cou du Predator au niveau de ses yeux. Ainsi, sur pas mal de plans, l'acteur regarde par terre pour être sûr de bien marcher là où il faut. Ce qui fait qu'il lui arrive de se prendre des branches de plein fouet ou de rentrer dans des arbres. Heureusement, la tête est solide. Et pour ce qui est des séquences où le Predator est complètement invisible, l'acteur ne porte pas le costume, mais une combinaison grise de motion capture qui sera ensuite effacée et remplacée en post-production. Une des inspirations de Dan Diliegro, Mr Bean. Il a en effet regardé bon nombre de vidéos de Rowan Atkinson pour se familiariser avec son jeu non-verbal et comprendre comment exprimer de multiples émotions sans la parole. En ce qui concerne la vision thermique maintenant, l'équipe fait appel à une méthode similaire à celle utilisée sur le film original. Ils louent une caméra thermique qu'ils passent juste au-dessus de leur caméra classique. Les 2 caméras sont donc parfaitement alignées, fournissant ainsi les 2 versions d'un même plan et leur donnant la latitude nécessaire pour les retravailler en post-prod au cas où. Mais parfois, il y a des imprévus, car lorsqu'il fait trop chaud, le sol est complètement jaune et rouge, ce qui ne permet pas de distinguer les personnages. Et au sein de ce tournage compliqué, il y a un autre élément à prendre en compte, les animaux. Pour commencer, il y a Sari, le chien de Naru qui l'accompagne tout au long du film. L'équipe se met donc à la recherche d'un chien qu'il aurait été crédible de voir domestiqué par les Comanches au XVIIIe siècle. Et ils finissent par jeter leur dévolu sur Coco, Caroline Haddock complètement étranger au plateau de cinéma. Ils durent donc faire de leur mieux avec elle, car il était compliqué de lui faire effectuer toutes les actions requises. Pour ce qui est des animaux sauvages maintenant, tels que le puma, l'ours ou le cerf, Trachtenberg aurait voulu utiliser de vrais animaux dressés. Mais entre le planning trop juste et la politique très stricte de Disney vis-à-vis des animaux, il fut décidé de les concevoir en post-production grâce aux effets visuels. Ainsi, lors de la scène où Naru fait face à un ours, un cascadeur est présent pour aider Amber Midthunder à s'immerger au mieux. Et cette scène en particulier constituera une véritable épreuve pour l'actrice qui passe 5 jours immergée dans une eau glacée. Globalement, les principaux problèmes du tournage sont liés aux éléments. Pour en revenir à la scène avec l'ours par exemple, Naru devait trouver refuge à l'intérieur d'un barrage de castor. Barrage qui serait bien évidemment un accessoire conçu par l'équipe. Sauf qu'il ne devait pas toucher la rivière pour ne pas perturber la faune locale. L'équipe n'en fabriqua donc qu'une partie, suspendue au-dessus de la rivière et qui serait donc complétée plus tard en CGI. Chaque grosse séquence nécessite ainsi en moyenne 2 jours de plus qu'envisagé par le planning à cause de ce genre de mesures et des imprévus naturels. Et ces retards finissent bien évidemment par avoir des conséquences. Prenons le face-à-face entre Naru et les trappeurs par exemple. Si la séquence devait à l'origine être tournée sur 3 jours, ils doivent finalement se limiter à une seule journée. Ce qui fait que Trachtenberg doit se creuser la tête pour trouver des solutions. Résultat, plutôt que de découper l'action en plusieurs plans, ce qui prendrait beaucoup de temps pour faire la mise en place, il est décidé de tourner cette scène sous la forme d'un plan séquence artificiel, seule manière de mettre en boîte toute l'action dans le temps imparti. Heureusement qu'ils sont bons, hein. Pour autant, tout n'est pas tourné en décor naturel. Plusieurs scènes sont ainsi mises en boîte en studio. Ce sera notamment le cas pour 2 séquences nocturnes avec les trappeurs, plus simples à réaliser dans des conditions parfaitement contrôlées, et celle où Naru se trouve à l'intérieur du fameux barrage de castor. Et le 11 septembre 2021, le clap de fin résonne. Les effets visuels sont alors partagés entre MPC, Mr X et ILM, chaque société étant chargée de tâches bien spécifiques. MPC sera par exemple chargé des plans impliquant l'ours, le puma et le loup, tandis que Mr X concevra les autres animaux sauvages. Animaux conçus en s'inspirant d'images d'archives pour obtenir le rendu et l'animation les plus réalistes possibles. La société ILM devra quant à elle concevoir un
un plan du vaisseau Predator ajouté à la toute dernière minute. Pour ce qui est de l'effet camouflage du Predator, MPC et Mr. X mettent la main à la pâte, et Dan DiLiegro est invité à venir en studio à Los Angeles pour faire de la motion capture sur 2 séquences, celle avec l'ours et celle avec le loup. Chez MPC, ils conçoivent un modèle 3D du Predator photoréaliste qu'ils utilisent parfois entièrement et parfois en partie, simplement pour améliorer le costume. Ils s'occupent par exemple des mains pour les rendre plus fines et améliorer le rendu des articulations. Ils peaufinent également le visage, mais de façon plus subtile, uniquement pour ajouter quelques détails et supprimer les jointures entre les différentes prothèses. Pour ce qui est de la technologie de camouflage, les studios passent beaucoup de temps à déterminer son rendu, car Trachtenberg la voulait imparfaite. Il fallait là aussi que l'on ressente le fait que cette technologie était plus vieille de 300 ans. Dernière tâche à accomplir, retravailler les plans de drone pour effacer les routes et rares structures modernes qui n'avaient rien à faire là en 1719. Bref, ils ont pas chômé. Pour ce qui est de la musique, Dan Trachtenberg ne fait pas appel à Bear McCreary, avec lequel il avait travaillé sur 10 Cloverfield Lane, mais à Sarah Schachner, le réalisateur ayant adoré ses compositions sur le jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla, et il lui demande rien de moins que de totalement réinventer l'approche musicale de la saga. Il ne souhaitait pas repartir sur les compositions originales de Silvestri. Comme pour le reste, Trachtenberg voulait de la nouveauté. Pour rythmer son montage, il avait notamment utilisé des musiques temporaires provenant de la bande originale de Sicario, composée par Johan Johansson. La compositrice parvient ainsi à un juste milieu entre une musique à l'approche résolument moderne et des compositions orchestrales plus classiques pour accompagner le cheminement émotionnel de Naru. Et elle trouvera quand même une façon d'incorporer le motif musical du Predator. À l'origine, Trachtenberg voulait tourner le film en langage comanche, mais l'idée fut plus ou moins mise de côté. Certaines scènes furent cependant tournées en 2 versions par les acteurs, à la fois en anglais et en comanche. Et puis, il est finalement décidé de réaliser un doublage en langue comanche en post-production. Un doublage pour lequel les acteurs font leur retour, et qui sera supervisé par Guy Narcomet, grand spécialiste du langage comanche, et la directrice du département langage de la nation comanche Catherine Briner. Enfin, la production fait appel à des artistes natifs américains pour réaliser les dessins figurant dans le générique de fin. Tiens, et les frères Thomas, au fait, ils en sont où? En janvier 2022, on apprend que Disney et les Thomas ont finalement trouvé un terrain d'entente, le studio ayant très probablement signé un gros chèque aux 2 frangins pour conserver les droits du chasseur extraterrestre. Ça en fait du pognon. Pour ce qui est de sa sortie, Prey se verra diffuser le 5 août 2022 sur Hulu et Disney+, et le producteur John Davis ne cache pas son enthousiasme, annonçant un film au moins aussi bon si ce n'est meilleur que l'opus original, et qui aurait plus de liens avec The Revenant qu'avec les autres films de la saga. Ouais, John Davis, il sait faire monter la pression. Le 21 juin 2022, à 1 mois et demi de sa diffusion, une projection exceptionnelle a lieu au Comic-Con. À l'issue de celle-ci, une longue ovation de la part d'un public comblé. Et à sa sortie, l'enthousiasme est général, public comme critique s'accordant à dire que le film est une belle réussite. Bill Duke et Jesse Ventura, éternel Mac et Blaine de Predator, y vont également de leurs commentaires élogieux sur Twitter, félicitant Amber Midthunder et lui souhaitant la bienvenue dans la famille Predator. Le film bat même le record du meilleur lancement sur la plateforme Hulu, film et série confondus. Le seul point noir dans cette histoire, c'est qu'il soit pas sorti au cinéma. Le moins qu'on puisse dire concernant la saga Predator, c'est qu'elle a connu des hauts et des bas. On est parti d'un immense classique du cinéma d'action, infiniment plus intelligent qu'il n'y paraît, puis on a enchaîné sur une suite urbaine, violente et régressive, à l'esthétique semblant tout droit sortie des pages d'un comics. Un divertissement solide, mais pas un chef-d'œuvre du genre comme son aîné. Après 2 épisodes hors série où le chasseur affrontait les xénomorphes, son 3e opus opéra une sorte de retour aux sources plus ou moins assumées. La jungle, une bande de bourrins exécutés les uns à la suite des autres, sauf que bon, il y avait pas McTiernan à la barre. Et si ce Predator était somme toute regardable, on peut pas dire qu'il ait laissé un souvenir impérissable. Et puis, The Predator a débarqué en 2018 avec l'ambition de relancer pour de bon la saga du chasseur extraterrestre. Sauf qu'il y a eu des imprévus en cours de route. Même si on pouvait y trouver ici et là des idées sympas, The Predator fut rien de moins qu'un immense naufrage artistique, plombé par un traitement bien trop axé comédie et par un montage final sans queue ni tête à cause de reshoots de dernière minute. Je vous invite à voir ou revoir ma rétro sur le sujet pour en savoir plus. Ce qui fait que les suites de Predator, en général, c'est plutôt inégal. Comme si personne n'avait jamais été vraiment capable de trouver la bonne formule, entre changement total d'environnement, retour aux sources et ambition de pure blockbuster. Mais mine de rien, c'est aussi ça qui est intéressant avec la saga, son inconstance. Avec Predator, on peut pas vraiment dire que chaque nouvel opus ressemble au précédent, ce serait de la mauvaise foi. Ceci étant dit, le dénominateur commun dans tout ce foutoir, c'est qu'aucune de ces suites n'est parvenue à atteindre le niveau de qualité de l'opus original. Predator, l'inspiration originelle, la claque de la mise en scène de McTiernan associée au design de Stan Winston, le tout mené par un Schwarzenegger en grande forme dans un de ses meilleurs rôles. Culte, indémodable, indétrônable. Alors, comment se situe Prey au sein de cette saga? Prey, c'est selon moi la meilleure suite de Predator, et de très loin, parce que c'est à la fois une continuation parfaite des thématiques du premier opus, et un véritable renouveau au sein de la saga. En situant son histoire en 1719, contexte jusqu'alors jamais exploré, Prey opère un retour aux instincts primaires dépeints dans Predator, où la nature joue un rôle de premier plan. C'était pas juste un décor, c'était quasiment un personnage à part entière. Et c'est à nouveau le cas ici, Prey ne racontant pas simplement l'histoire d'un combat entre le Predator et Naru, mais celui du combat que chacun mène à sa manière contre la nature. L'une des grandes forces du film, c'est son personnage principal, incarné avec conviction par Amber Midthunder. Naru, c'est une jeune fille sous-estimée qui ne demande qu'à faire ses preuves, chose manifestement refusée par ses semblables. Elle démontre pourtant de solides aptitudes, et ce dès le début du film, où elle fait preuve d'intelligence, de patience et d'anticipation, là où son frère et les autres guerriers de sa tribu ont tendance à suivre leur impulsivité. You were sleeping. I was waiting for it to circle back. Now you're gonna have to cross the river to get it. A hunter doesn't wait
Malgré ses qualités indéniables, on lui refuse donc le statut qu'elle convoite, celui de chasseresse. Mais Naru étant du genre têtu, elle décide de partir faire ses preuves en prenant pour chasse le prédateur ultime. Ce qui fait la réussite de Naru, au-delà de la performance parfaite de Midthunder, c'est qu'elle est écrite comme un personnage réel. Loin d'être invincible, Naru est à des années-lumière d'un Dutch par exemple, ce qui fait qu'on peut sans mal s'identifier à elle et se reconnaître dans une certaine mesure dans ses problématiques. Qui n'a jamais voulu faire ses preuves face à quelqu'un qui refuse de voir ses capacités? C'est un personnage immédiatement attachant dont on ne subit pas la compagnie en attendant la prochaine apparition du Predator. Elle porte donc le film sans mal, car à l'exception de quelques courtes séquences avec le Predator, tout se déroule de son point de vue à elle. Ouais, bonne chose qu'elle soit réussie du coup. Et sa relation avec son frère Tabé, guerrier accompli respecté par la tribu, se révèle particulièrement touchante. On ne tombe pas dans la relation conflictuelle cliché. Si la rivalité est bien présente, Tabé sait de quoi sa sœur est capable et la respecte ainsi beaucoup. Épique et intime se voit donc lié à travers une histoire superbement mise en scène par Dan Trachtenberg. Car comme on l'a vu, Prey n'est pas un film de commande. La Fox n'a rien demandé à Trachtenberg, c'est lui qui est allé les voir pour leur proposer son idée. On est donc sur un projet purement guidé par la passion, sur lequel son réalisateur était investi corps et âme pour offrir le meilleur résultat possible. Et c'est aussi ça l'une des grandes forces du film, l'apport d'un réalisateur passionné. Sur Prey, Trachtenberg avait la confiance du studio. Il a donc eu la possibilité de faire ce qu'il souhaitait. Et ce qu'il souhaitait avant tout, c'était faire un vrai bon film de cinéma. Qui est sorti en streaming, putain. Quand je dis vrai bon film de cinéma, j'entends un film qui utilise son médium intelligemment. Ceux qui ont vu ma vidéo sur 10 Cloverfield Lane le savent déjà, ce que Trachtenberg affectionne le plus dans son art, c'est la narration visuelle. Éviter le dialogue dans la mesure du possible et raconter son histoire en montrant les choses. Le regard d'un personnage peut parfois en dire infiniment plus qu'un long monologue. Et sur Prey, le réalisateur se fait plaisir, une grande partie du film se déroulant en tête-à-tête avec Naru. Trachtenberg pense sa mise en scène de façon à tout nous dire, sans qu'on ne nous dise rien. En résulte des plans et séquences fort bien pensés, comme le plan en plongée sur Naru qui marche en contresens du reste des femmes de la tribu, ou la super séquence illustrant la chaîne alimentaire et atteignant son apogée avec le Predator à leur enquête de l'alpha local. Trachtenberg et son directeur photo Jeff Cutter nous offrent donc un film visuellement superbe, aux nombreux plans mémorables et riches de sens. Leur principale influence n'étant nulle autre que Steven Spielberg lui-même, plus adepte des longs plans abondants d'informations que du surdécoupage. L'efficacité de sa mise en scène se ressent également dans ses scènes d'action, lisibles et excellemment chorégraphiées. On pourra notamment citer la fameuse scène se déroulant dans le brouillard dans laquelle le Predator massacre les trappeurs, ou bien le face-à-face nocturne entre nos deux chasseurs. Le film excelle dans sa manière de mettre en place des atmosphères soignées, grandement aidées par les superbes paysages du Canada et une direction artistique maîtrisée. On saluera d'ailleurs l'absence quasi totale de décors numériques, rendant le film bien plus immersif et viscéral. Ainsi, à l'exception de quelques rares plans qui trahissent un peu trop leur nature numérique, on croit en l'authenticité de ce monde et de cette période. Même si j'avoue que le film se repose un peu trop sur les gerbes de sang numérique, amoindrissant grandement l'impact des effets gore. Dommage pour ça. Toujours est-il qu'on ne s'ennuie jamais devant Prey, dont le rythme soutenu parvient toujours à capter notre intérêt. Et s'il n'est pas avare en scène d'action, il ne néglige pas pour autant ses personnages. À vrai dire, même les scènes d'action sont un moyen de les développer. Comme toute scène d'action qui se respecte, même si on a tendance à l'oublier. Prey ne se contente donc pas d'enchaîner les scènes d'action. On a également droit à des moments calmes, nous permettant de souffler ou bien de mettre en place tension et suspense, faisant monter la pression jusqu'à ce que la violence éclate. Avec une durée plutôt courte de 1h30 générique non compris, Prey ne souffre donc d'aucun coup de mou. Mais certaines séquences sont malheureusement un peu trop vite expédiées, comme le combat final par exemple, que j'aurais adoré voir s'étendre plus longtemps. Pour autant, Prey reste une expérience de cinéma profondément satisfaisante, où l'on va de surprise en surprise. Parce que ouais, l'autre marque de fabrique de Trachtenberg, c'est son sens de la surprise. Ici, le réalisateur va donc s'amuser à jouer avec les attentes de son public. Comment? En reprenant les passages obligés et l'iconographie habituelle des films Predator pour mieux les détourner. Le passage dans la boue par exemple, clin d'œil évident au film original dans lequel Dutch s'en recouvrait pour se camoufler. Ici, sa fonction sera radicalement différente, et c'est un autre élément qui permettra à Naru de se rendre invisible auprès du Predator. Autre surprise de taille, le classique pointeur laser du Predator. Trachtenberg sait très bien que l'on s'attend au viseur à 3 points en forme de triangle. La surprise ne sera donc que plus grande lorsque les 3 points se sépareront. Un message clair à destination des fans de la saga, vous n'êtes pas en terrain inconnu. Tout comme le Predator d'ailleurs, qui fait son premier passage sur Terre. La créature est d'ailleurs parfaitement mise en scène, retrouvant cette aura de mystère qu'elle avait perdue dans le film précédent. On sent que Trachtenberg aime et respecte le Predator, n'ayant aucun mal à l'iconiser et mettre en avant sa puissance. Le travail d'Amalgamated est également fabuleux, le design de la créature étant en phase avec la volonté de Trachtenberg de proposer un Predator plus effrayant et sauvage. Et puis ça fait plaisir de voir un Predator qui soit pas complètement en CGI. Pas vrai de Predator? Au tout début du processus, avant même qu'il n'entame l'écriture à proprement parler, Trachtenberg avait envisagé que Naru et le Predator finissent par faire équipe face aux trappeurs. Mais il décida finalement d'abandonner cette idée, car le plus intéressant était selon lui cette histoire de David contre Goliath incarnée par Naru et le Predator. Mais Prey, c'est avant tout l'histoire de la naissance d'une héroïne. Le film coche en effet toutes les cases du récit initiatique à la Joseph Campbell. Naru quitte son monde ordinaire pour y affronter diverses épreuves qui l'aideront à grandir. Oui, je schématise un peu. Mais c'est également le cas pour le Predator lui-même. Il est en effet assez intéressant de se pencher sur les parcours des deux personnages qu'on peut facilement mettre en parallèle. Car on peut tout à fait imaginer que le Predator entreprend lui aussi un voyage initiatique en venant sur Terre où, tout comme Naru, il fait face à de nombreuses péripéties, bien souvent similaires. D'abord les animaux sauvages, ensuite les Comanches, puis les trappeurs qu'il massacre à tour de rôle, et enfin leur face
sa phase finale. Ils partagent d'ailleurs tous deux le même objectif, trouver et tuer l'alpha. La différence étant que Naru parvient rapidement à identifier sa cible, alors que le Predator lui ne daigne pas la considérer comme une menace, et donc comme une proie digne de ce nom. On en revient à ce dont Naru se plaint en début de film, tout le monde la sous-estime. Elle parviendra cependant à en faire une force, et prendra donc le dessus sur le Predator en utilisant tout ce qu'elle a appris pendant son voyage, et toutes les ressources dont elle dispose. Le pouvoir de la nature, grâce à la fameuse fleur orange qui fait baisser la température de son corps, lui permettant d'être invisible aux yeux du Predator, le pouvoir des trappeurs, dont l'un des membres lui apprend à se servir d'un pistolet, et le pouvoir du Predator lui-même, qu'elle parvient à retourner contre lui. Car la grande force de Naru, c'est sa faculté d'adaptation. Là où ses semblables comment chez le Predator ne se remettent pas en question, Naru, elle, apprend à tirer le meilleur parti de tout ce qui l'entoure, et ainsi devient l'alpha. Et encore une fois, on salue la performance de Midthunder qui porte le film sur ses épaules. Bien au-delà d'une simple suite de plus, Prey est donc avant tout un film solide réalisé par un passionné bourré de talent. Une histoire de survie en milieu hostile rondement menée où seul celui qui s'adapte pourra espérer s'en tirer. Et si le film verse parfois dans le fanservice pur jus, c'est suffisamment rare et bien amené pour ne pas parasiter la narration. On a d'ailleurs droit à une référence sympathique au fameux pistolet de Predator 2, dont l'origine fut l'un des grands mystères de la saga. Bon, on sait toujours pas comment il finit par se retrouver entre les mains d'un clan Predator, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait la réponse un jour prochain. C'est en tout cas ce qui est teasé dans le générique de fin, où l'on peut voir plusieurs vaisseaux Predator se diriger vers la tribu de Naru, pour venger leurs confrères, Mystère. Un mystère qui devrait s'éclaircir dans un futur plus ou moins proche, étant donné qu'une suite directe de Prey est bel et bien en chantier. Car on l'a appris tout récemment, Dan Trachtenberg et Patrick Hayson seraient en plein développement d'un nouvel opus de Predator, nom de code Badlands. Pas vraiment de détails sur l'intrigue à l'heure actuelle, si ce n'est qu'elle devrait cette fois-ci prendre place dans le futur, avec à nouveau un personnage principal féminin. Et franchement, vu ce que Trachtenberg nous a offert avec Prey, je pars optimiste. J'espère juste que cette fois on aura droit à une sortie ciné en bonne et due forme. Excellent film d'action et suspense doublé d'un bel hommage à la nation Comanche, Prey, c'est tout simplement la suite de Predator qu'on espérait plus. Un petit miracle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!